Dans le cadre de l'association des amis de Cervantes et de Don Quichotte, je me permets d'apporter un éclairage inédit à partir de Toulouse. Alors, Don Quichotte, la première parution, c'est en 1605, mais l'ouvrage terminé ne paraîtra qu'en 1515. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette période-là du début du XVIIe siècle, Toulouse est très branchée, comme elle a été souvent dans l'histoire, sur les Pyrénées. Et Toulouse est perçue comme très espagnole. Hein. D'une part aussi parce qu'il y a les ligues catholiques qui travaillent de part et d'autre des Pyrénées et qui sont très présentes à Toulouse. Et Henri IV, d'ailleurs, quand il vient à Toulouse, il n'hésite pas à dire, suite au fait que le Parlement de Toulouse n'a pas enregistré l'édit de Nantes, Henri IV dit « Je vois que vous avez encore de l'espagnol dans le ventre ». Donc, cette situation, Toulouse, ville frontalière, c'est intéressant de voir qu'on est sous le prince Henri de Montmorency et qu'à Toulouse, il y a une cour très au fait de ce qui se passe en Espagne, mais une cour assez raffinée avec des intellectuels, des poètes, qui écrivent en latin, encore, qui écrivent surtout en occitan et bien sûr en français, qui devient de plus en plus la langue de référence culturelle. Et des gens comme Goudouli, que vous connaissez certainement, il y a une place avec sa fontaine au centre de Toulouse, place Wilson. Cet auteur, qui est un des plus grands poètes baroques européens, qui a écrit en occitan, eh bien lui aussi, il parle l'espagnol, comme beaucoup de ses intellectuels, et c'est logique étant donné la proximité de l'Espagne. Alors, Don Quichotte, c'est donc, là je révèle rien, tout le monde sait que c'est un gentilhomme, un hidalgo, un peu déclassé, hein, quand même, un peu déclassé, et qui se marginalise aussi un petit peu lui-même. Il se trouve que cette période de début du XVIIe siècle, il y a tout autour de Toulouse, et notamment en Gascogne, il y a ce qu'on appelle les cadets de Gascogne, qui empruntent la voie militaire pour vivre, pour survivre, et qu'ils viennent d'une noblesse rurale qui, elle aussi, commence à être en désuétude. Donc ces cadets de Gascogne vont devenir de plus en plus des déclassés ou perçus comme déclassés et souvent méprisés. Mais il se trouve qu'en 1610, donc ce qui est quand même intéressant comme date, hein, j'ai précisé 1605, première parution de Don Quichotte, et 10 ans après pour la parution définitive. Donc en 1610, il y a un auteur gascon, donc occitan toulousain, Guillaume Ader, qui va écrire une pièce très importante qui s'appelle « Lo gentilhomme gascon », donc le gentilhomme gascon, qui déjà porte des traits ce qu'on va appeler un ethnotype gascon, mais qui est un peu dans la suite déjà un peu de ce qu'on appelait déjà à l'époque les rodomans, donc des romodontades, en fait, hein. C'est-à-dire des personnages un peu fantasques, qui ne vivent pas, ou qui transforment déjà la réalité dans laquelle ils vivent, qui n'est pas terrible, donc ils essaient de l'enchanter un petit peu. Don Quichotte se repaît d'une littérature ancienne, chevaleresque. Il lit pratiquement ce que dit Cervantes, tous les ouvrages qui sont ceux de la chevalerie ancienne. Et notamment, il y a un ouvrage catalan qui s'appelle « Tirant en loup blanc »,
qui est très connu à cette époque-là, et puis il y a quelque chose qui est moins connu, pour nous, en tout cas aujourd'hui, et qui est un ouvrage qui s'appelle Giaoffre, en occitan, qui a été un espèce de best-seller du XIIIe siècle, et qui raconte les exploits d'un chevalier qui déjà pourfend les dragons de son époque. Et il se trouve que cet ouvrage est si célèbre que le roi Pedro IV d'Aragon va demander à ce qu'on peigne sur les murs du palais, d'un palais ex-arabe, la Jafelia, qu'on peigne certains épisodes de Giaoffre. Il en reste encore des traces dans ce palais aujourd'hui. Et donc, pour dire l'importance, il connaissait, c'est sûr, ce personnage de Giaoffre. Ce personnage stéréotypé du gentilhomme gascon va avoir une sacrée descendance, en fait, et va rentrer dans ce qu'on appelle peut-être cette dépréciation de plus en plus de tout ce qui est méridional dans le royaume de France. Il va devenir un personnage pleutre, fanfaron, bavard, et tout ce qu'on dit sur les Gascons, et encore aujourd'hui, vient de cette époque-là. Il va y avoir une descendance tout à fait étonnante au niveau de la littérature, et notamment le capitaine Fracasse. Le capitaine Fracasse en occitan, ça veut dire l'échec, l'ouflacasse. Donc déjà, on voit dans quel état d'esprit est ce noble, ce capitaine-là, qui est un capitaine matamor, fanfaron, hableur, et tout ce que j'ai dit de tout à l'heure sur le stéréotype. Et en fait, c'est Théophile Gautier, lui, il est de Tarbes, originaire de Tarbes. Il a toujours revendiqué cette ascendance gasconne et pyrénéenne, etc. Mais il y a aussi un autre personnage qui, pour un autre côté de Don Quichotesque, va apparaître, et qui est de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Edmond Rostand, qui est un Marseillais, qui connaît très bien aussi cette culture générale méridionale, et qui va porter, ajouter à ce personnage un petit peu de capitaine, toujours, cet aspect un peu de mercenaire gascon, va apporter une part sentimentale, et bon, en général ça ne marche pas beaucoup côté sentimental. Voilà. Donc ça rajoute encore quelque chose de plus. Par contre, j'ai parlé tout à l'heure de la cour de Toulouse. Et dans cette cour, il y a un personnage noble très très important, de haut lignage gascon, qui est Adrien de Montluc. Or, Adrien de Montluc, qui est très au fait de ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées, va intégrer le Don Quichotte assez tôt, et dans un de ses ouvrages, il va aborder ce personnage, Don Quichotte gascon d'ailleurs, et il va pousser la caricature un petit peu. Le Don Quichotte gascon transforme la folie du chevalier à la triste figure, comme on appelle en général Don Quichotte, en une démence caricaturale. Voilà. Alors, comment il le présente? Eh bien, c'est un seigneur fanfaron, parfumé de soufre et de poudre à canon, ayant les cheveux gras et huilés, les bas sur les talons, les souliers en pantoufles, sa chemise de la semaine passée, son pourpoint des fêtes fait de cuir verni, de graisse, avec des boutons de cristal, une épée rouillée sous le bras, voilà. Son chapeau avec une médaille de cuir doré et son manteau autour du nez. Voilà. On a déjà un petit peu Cyrano de Bergerac, c'est incroyable. Donc ça a été écrit dans les années 1620, donc dans cette période justement des gentilshommes gascons. J'ai parlé tout à l'heure de ces auteurs méridionaux, comme Théophile Gautier ou comme Edmond Rostand, mais il va y avoir une autre référence alors de toute beauté pour ce qui nous concerne, la référence à Don Quichotte, qu'on n'imagine pas forcément, mais il faut bien lire Tartarin de Tarascon
d'Unimois, Alphonse Daudet. Alors là, la référence est entière, est pleine. Alors je vais simplement vous lire, et puis vous lirez, parce que Tartarin de Tarascon, ça se lit, ça se trouve très facilement. Voilà. Alors, c'est qu'il faut bien vous l'avouer, il y avait dans notre héros deux natures très distinctes. Je sens deux hommes en moi, a dit je ne sais quel père de l'Église. Il l'eût dit vrai de Tartarin qui portait en lui l'âme de Don Quichotte. Les mêmes élans chevaleresques, le même idéal héroïque, la même folie du romanesque et du grandiose, mais malheureusement n'avait pas le corps du célèbre Hidalgo, ce corps osseux et maigre, ce prétexte de corps sur lequel la vie matérielle manquait de prise, capable de passer 20 nuits sans déboucler sa cuirasse et 48 heures avec une poignée de riz. Le corps de Tartarin, au contraire, était un brave homme de corps, très gras, très lourd, très sensuel, très douillet, très géniard, plein d'appétit bourgeois et d'exigences domestiques, le corps ventru et court sur pattes de l'immortel Sancho Panza. Don Quichotte et Sancho Panza, dans le même homme. Vous comprenez quel mauvais ménage il devait y faire, quel combat, quel déchirement. Oh, le beau dialogue à écrire. Voilà. Donc, relisez Don Quichotte revu par Alphonse Daudet. En plus, l'écriture est belle, etc. Et donc, la référence est totale et complète. Pour terminer, bien sûr, il y a d'autres références, mais je vais peut-être, là, je fais référence à ce que j'ai écrit moi-même, à un moment donné, dans le livre du double et du divisible. Et le premier chapitre, je l'ai consacré à un personnage complètement don quichotesque, et d'ailleurs que j'appelle Don Quichat. Alors Quichat, en occitan, c'est quiché, c'est appuyé, c'est-à-dire c'est appuyé sur le cerveau, Don Quichat. Et je fais référence, j'évoque la vie d'un personnage, alors haut en couleur, du 19e également, fin 19e, et qui s'appelle Antoine Aurélie de Tounès, et qui s'est imaginé devenir, et qui est allé d'ailleurs au Chili, roi de Patagonie, roi des Patagons. Les Patagons, qui sont des Indiens qui étaient un peu méprisés, il s'est dit, ben moi je vais les sauver. Et donc il a inventé un hymne national, il a un drapeau, etc. Et il est parti avec ses bagages et sa constitution. Il est parti au Chili voir les Patagons. Les Patagons, au début, quand même, c'était peut-être pas si évident que ça, mais comme ils étaient en querelle avec le gouvernement espagnol, chilien, etc., et qu'ils se décolonisaient aussi en même temps, donc ils ont eu un petit peu d'émotion. Voilà. Et ils l'ont déclaré, roi des Patagons, etc. Ça n'a pas duré très longtemps, et puis la politique internationale a fait qu'il fallait cesser un petit peu ce jeu, et ce pauvre homme est reparti avec sa malle et tous ses objets. Il est revenu dans son Périgord et il a vécu une fin de vie assez triste et